Donc je m'appelle François Tison, donc je suis neurologue et je suis soignant ici au CHU de Bordeaux, mais aussi enseignant. En fait, je suis professeur de neurologie à la faculté de médecine et praticien hospitalier en neurologie au CHU de Bordeaux. Voilà, j'ai 56 ans, ça fait un moment que j'exerce ce métier et je m'occupe plus particulièrement de maladies neurodégénératives, ce qui est la maladie de Parkinson et les maladies apparentées, et la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. J'ai une activité de soins, de recherche et d'enseignement qui sont les trois missions qui sont dévolues à mon métier d'hospitalo-universitaire. Alors la partie pleine conscience, c'est une histoire qui est pas professionnelle initialement, qui est une histoire personnelle, j'imagine. C'est pas très original, mais c'est un parcours personnel. En fait, même mon parcours professionnel avait tout pour m'éloigner de la pleine conscience. Vraiment tout. Quand j'y repense, la médecine orthodoxe, les neurosciences, parce que j'ai aussi un parcours de neurosciences, faisait que j'aurais pu ne pas adhérer. Et donc il a fallu mon expérience personnelle pour à partir de l'expérience me rendre compte de l'effet de la pleine conscience chez moi, d'abord pour moi, et ensuite dans ma relation aux autres. Et je me rappelle quand j'ai commencé à pratiquer sérieusement, on va dire, après le programme MBSR, je me rappelle même d'avoir qualifié ça comme un effet puissant. C'était un terme peut-être issu de la médecine thérapeutique, mais donc ça montre peut-être ma surprise initiale que de l'effet de la méditation. Voilà, tout ça, ça a débuté il y a pas très longtemps, hein, finalement, un peu moins de 5 ans, hein, où je dirais ça a été un parcours extra professionnel, d'abord de lecture, chemin faisant, comme tout le monde, ce qui était disponible, Christophe André, les CD, puis John Kabat-Zinn, les CD, voilà, et petit à petit essayer de méditer dans mon coin pour soulager mon mal-être et ma souffrance. Et ensuite ça a été le programme MBSR. Et ensuite, après ce programme MBSR, la volonté de m'engager à titre personnel et de m'engager à titre professionnel. Alors je vais avoir du mal comme ça à brûler au pourpoint de sortir des choses apprises. J'ai ressenti la pleine conscience comme une démarche introspective et d'ouverture. C'est vraiment ce que je ressens là. Ce qui a fait de moi que je ne suis plus tout à fait, si je suis le même, mais je suis plus tout à fait le même qu'avant. Et je pense que ce qui a changé, c'est l'ouverture. C'est quelque chose, c'est ouvert, qui était fermé auparavant. Après, bon, moi, c'est ce que je ressens profondément, au-delà des définitions, porter son attention instant après instant, etc. Et finalement, probablement que ça se rapproche plus de la définition un petit peu plus large que propose par exemple Antoine Lutz sur ce changement profond que la définition très fonctionnelle, par exemple, de John Kabat-Zinn, dont je viens d'en donner quelques éléments. Donc ça a été ça, une démarche introspective dont la nature
m'a amené une ouverture profonde. Parce que une démarche introspective, j'avais pu l'avoir auparavant. Et je la pratiquais. Mais probablement c'est la nature de cette démarche qui fait qu'elle est différente, qu'elle a été différente pour moi. Alors la présence, ça évoque pour moi ce moment de pratique de grande d'attention ouverte, et de lien, même je ne dirais pas de lien, de prise en masse du corps et de l'esprit au moment de la pratique. Après cette fusion. Après, dans le quotidien, c'est pas ça. Je dirais ça. Chez moi, ça surgit par instant, par moment. C'est-à-dire que je peux avoir comme ça un instant de présence, de présence forte à une situation, parfois c'est très trivial, un oiseau, ou des choses comme ça, ou avec une personne où j'ai une présence particulière que j'avais pu avoir auparavant, par exemple dans le rapport à la beauté des choses, de l'art ou d'un paysage, ou un sentiment d'absolu, d'élation, mais là qui peut se manifester plus régulièrement dans le quotidien. Je peux pas dire que je suis que je suis dans le quotidien, je suis éveillé à tout le temps. Non, je suis comme avant, sauf par moment. Je suis plus présent aux choses et les choses m'apparaissent avec plus de clarté. C'est parfois fugace, mais ça, voilà, c'est qui me semble être le plus clair chez moi. La patience, c'est surtout l'impatience. D'abord, pour moi, ça a été un apaisement. La méditation a été un apaisement considérable de l'impatience, du sentiment d'urgence. Ça, c'est un effet, et avec les ruminations, ça me semble un des effets les plus puissants de la méditation. Et je le définirais comme l'acquisition d'un calme intérieur. Au lieu de se sentir toujours tendu et d'avoir cette sensation de pression, c'est très en même temps, c'est des images très populaires, mais justement, quand on a cette démarche introspective, c'est vrai que j'ai été capable de le dire. Ça se situe où? Ça se situe où dans mon corps, dans ma mâchoire, même la tension dans mon esprit. Quelle forme ça? Et ça, indéniablement, ça s'apaise pas tout le temps, loin de là, mais donc c'est cette forme d'apaisement, de calme intérieur, qui est pour moi qui est proche de ce que je ressens comme étant la patience. Le non-jugement, pour moi, la définition, c'est là où je me sens le plus proche du non-jugement, c'est ma capacité à ne pas me juger défavorablement. Et en particulier à être
à être gentil avec moi-même. Et d'abord alors, je pense que d'abord, avant tout, parce que avant tout, c'est de repérer avec clarté comment je suis capable d'être méchant avec moi-même et comment mon cerveau est toujours, enfin, je dis mon cerveau, mon esprit, est capable de constamment être effectivement à la fois autocritique, négatif, voilà, de pas être gentil. Je suis pas gentil, de pas être gentil avec moi-même. Et donc ça, c'est une première étape importante, et de pas s'identifier à ça, déjà, de pas le suivre. Et ensuite, d'être gentil avec soi-même, je dirais, c'est work in progress. Donc, et pour moi, c'est ça le non-jugement. Le non-jugement. Après le non-jugement, si. Après, il y a la dimension de l'autre. Il y a la dimension de l'autre. C'est-à-dire que le travail de groupe, l'ouverture à l'autre que nécessite la méditation, que ce soit sous la forme de programme MBSR ou des retraites ou alors des activités ici, des groupes de travail qu'on a, nécessite, enfin amène l'ouverture à l'autre, qui passe par le non-jugement. Quelque chose qui m'était pas connu. En fait, ça faisait partie des obstacles importants au départ. C'est mon a priori mon a priori immédiat qui faisait que je me fermais beaucoup des autres. Voilà. Donc il y a cette dimension, être gentil avec moi-même et être plus ouvert aux autres, que permet le non-jugement. Le sans-effort, pour moi, c'est lâcher le contrôle. Oui, c'est ça, c'est le lâcher prise, hein, c'est lâcher le contrôle, et c'est quelque chose qui est qui est proche du là aussi proche du soulagement, voire de la joie, quand c'est possible, quand je me le permets, quand ça survient, cette quand cette volonté de vouloir contrôler disparaît, se dissout. Et donc pour moi, le sans-effort, c'est ça, c'est se relier à sa respiration en se laissant respirer. Mais et ça, c'est étonnant parce que quand on l'entend au début, ça paraît trivial, Et c'est que les mois passant, voire les années, j'en ai pas beaucoup derrière moi de pratique, que je me suis rendu compte que même se relier à sa respiration sans effort, c'était pas si évident que ça. Et moi j'ai passé des mois à exercer un effort sur même dans une méditation sur la respiration. Et se lâcher prise, c'est aussi important, aussi agréable que difficile. Pour moi, la confiance, comme ça, hein, la confiance, ça va être d'accepter l'incertitude, avoir suffisamment confiance en soi et en ce qui va se passer pour accepter l'incertitude. Et pour ça, il faut être
il faut être stable, il faut être gentil avec soi et lâcher prise. Et c'est finalement, je dirais, c'est presque une quintessence de tous les mots qu'on a évoqués là. Et c'est voilà, c'est accepter, c'est confiance confiance en ce qui va devenir, en soi et ce qui va devenir. L'acceptation, alors à titre personnel, on est très proche de la confiance, c'est-à-dire que il faut être confiant, avoir confiance en soi, avoir confiance aussi dans ce qui va se passer pour accepter, pour accepter. Enfin, pour moi, c'est assez proche. Après, il y a une dimension médicale de l'acceptation qui est importante pour moi. C'est avoir compris que l'acceptation est un pas vers la guérison aussi important que mon action thérapeutique, que mon action. C'est-à-dire que, et là je parle du patient, je parle de l'autre. C'est-à-dire faire comprendre, amener le patient à comprendre ce que peut être l'acceptation, est quelque chose qui m'a permis d'aider un peu mieux les patients. Au-delà de ce que je pouvais faire comme expert. Et tu sais que tous ces patients qu'on voit, beaucoup sont des véritables champs de bataille. C'est un combat permanent, une colère permanente contre la maladie. Et arriver à leur faire toucher du doigt ce que l'acceptation peut amener comme libération, moi, me paraît important. C'est l'histoire de la douleur, de la souffrance, de la double flèche, etc. Mais il faut le comprendre soi-même pour le transmettre aux patients. Si on l'a pas compris soi-même, je pense que c'est très difficile de le transmettre aux patients. Et je pense que c'est une dimension de l'exercice médical qui est important. Et qu'on devrait, oui, pouvoir enseigner aussi. Pour moi, l'esprit du débutant, c'était, c'est l'ouverture. C'était quand je suis arrivé dans le programme MBSR, alors que, je dirais, venant du CHU, de la neurologie, des neurosciences, faisant cette démarche, acceptant ce qui était pour moi souvent une source de rejet, à savoir le groupe, quel qu'il soit, m'installant là, au milieu de ces autres personnes, et acceptant et écoutant et voulant et acceptant de faire l'expérience de quelque chose qui allait à l'encontre, ou pas à l'encontre, mais non pas à l'encontre, c'est pas un bon mot, ce qui allait, qui n'était pas dans mes schémas habituels. Et le faire avec ouverture, ça vraiment, pour moi, ça a été ça l'esprit du débutant, c'est-à-dire que oui, je pense que il faut cet esprit d'ouverture, cet esprit du débutant, comme si rien n'avait comme si rien n'avait existé auparavant, pas faire d'a priori, parce que en tant que neurologue, venant des milieux des neurosciences, si on arrive avec ces notions de fonctionnement du cerveau, des processus de l'attention, etc.,
on peut très bien, ou de l'ensemble des processus cognitifs, on peut très bien être complètement hermétique à l'approche expérientielle de la méditation et rester campé sur ses concepts, sur sa détention de la vérité. Et si il n'y a pas l'esprit du débutant qui amène une ouverture, évidemment, c'est difficile de démarrer. Donc cette capacité à ne pas fonctionner sur des a priori, sur des automatismes, sur des choses apprises, et rester ouvert à ce qui est proposé, et en faire l'expérience. Après, pour moi, ça ne veut pas dire ne pas exercer son esprit critique. Alors, je dirais des nouvelles valeurs, non. Des valeurs personnelles, qui étaient là, mais qui étaient engoncées, qui étaient dans une gangue. C'est les valeurs d'empathie et d'ouverture du cœur, de compassion et d'ouverture à l'autre. J'ai toujours eu le souci de l'autre. Et si j'avais pas eu ce souci de l'autre, probablement que j'aurais pas fait ce métier-là. Donc le souci de l'autre a toujours été pour moi quelque chose de présent. Mais avoir le souci de l'autre n'est pas automatiquement n'est pas synonyme de l'ouverture et de la bienveillance ou de l'amour de l'autre. Et de l'ouverture de cœur. On peut très bien avoir le souci de l'autre sans ressentir cette ouverture, cet élan. Voilà. Et donc je pense que tout en ayant eu le souci de l'autre, l'autre, que ce soit les patients, mais pas que, c'est passé de ce sentiment de je dois avoir le souci, enfin, je dois prendre en charge l'autre, je dois m'occuper de l'autre, à cette dimension de responsabilité, à l'ouverture du cœur. Voilà, c'est passer de la responsabilité, je porte l'autre, à je m'ouvre à l'autre. C'est ce chemin-là qui a été un chemin associé à la pratique méditative. Même si avant, j'avais pas m'occuper de l'autre était quelque chose pour moi de naturel. J'étais ni renfermé sur moi-même, ni cynique, ni pervers avant la méditation. Non, j'étais probablement déjà, j'avais un sens, un altruisme. Oui, j'avais un altruisme de base, mais qui était volontiers sur le versant prise en charge sur un versant peut-être culpabilisé, sur un versant voilà qui était pas cet élément d'ouverture que j'ai pu acquérir, ou en tout cas commencer à entrevoir. Ma volonté de transmettre, Alors là encore, c'est quelque chose qui existait puisque je suis enseignant. Mais j'enseignais le savoir dans mon domaine. J'enseignais une expertise, ou un petit morceau d'expertise. Et ce qui est apparu, c'est ma volonté d'enseigner
le savoir-être aussi, le savoir-être. Et en fait, c'est ma volonté de pouvoir, si c'est possible, proposer aux plus jeunes ce que j'ai vécu à travers la pleine conscience et ces différents programmes que j'ai suivis, voilà, de me dire, ça serait dommage que les plus jeunes, c'est ce sentiment, voilà, ce sentiment un peu il faut que je leur dise, il faut que je leur dise que, il faut que je leur enseigne qu'il y a quelque chose qui me semble important dans leur trousseau de clés pour affronter leur vie de médecin, et que j'aurais bien aimé avoir au départ, même si je suis très content de l'avoir plus tard. Oui, alors bon, je suis peut-être dans une position un petit peu particulière parce que comme ça fait suite à ce qu'on venait de dire sur le transmettre, l'enseigner, comme j'ai souhaité le faire de manière correcte, et de l'incarner de manière la plus correcte possible. Je suis le programme d'instructeur MBSR. Donc du coup, ça amène à une pratique formelle régulière. Le matin, j'essaie de faire de la méditation en mouvement, un peu de méditation assise, sur le souffle ou sans objet. On a une pratique régulière dans le service, déjà, avec le personnel. On a une pratique régulière avec les médecins du service. Et en pratique informelle, j'aime bien la marche. J'aime bien la méditation marcher. Donc ça, je la pratique volontiers. Manger en pleine conscience, j'ai du mal, je suis un glouton, donc ça fait partie des automatismes qui me cherchent, qui ont besoin encore d'être travaillés. Voilà. Sinon, si je pratique, ça m'arrive de pratiquer ce qu'on appelle le stop, c'est-à-dire les 3 minutes où je m'arrête, je fais attention à mes émotions, moi, à mes respirations, etc. Voilà. Les enjeux, les difficultés, je pense qu'ils sont assez communs. J'allais dire, c'est la pratique au quotidien, de trouver le temps, etc. Mais en fait, tout en disant, je me rends compte qu'il y a un enjeu. Actuellement, c'est ma capacité de concilier ma volonté de m'engager plus avant dans la méditation dans mon milieu professionnel, de l'enseigner, de pratiquer éventuellement de la recherche autour de la méditation, tout en étant ce que j'étais, ce que je suis. Pas en tant qu'homme, hein, mais en tant que rôle. En tant que rôle et de responsable. Donc, souvent je dis que je suis au milieu du gué, même pas au milieu du gué, je suis voilà. J'ai pas traversé le courant. Donc, mon obstacle au jour d'aujourd'hui, c'est ça. C'est comment concilier les deux, et est-ce que c'est conciliable? Est-ce que je peux faire les deux? Ma pratique, j'arrive à la maintenir d'abord, je pratique le yoga dans un cours de yoga, Hatha yoga classique. Donc ça me permet, mais ça c'est bien parce que voilà, c'est un horaire, etc. Donc je m'astreins entre guillemets le matin à la pratique quotidienne, je dirais. Ensuite, c'est les pratiques de groupe dans l'institution que j'ai moi-même contribué avec d'autres à mettre en place. Donc, ils sont quand même pour des rendez-vous pour nous. Et effectivement, les retraites, pour moi, c'était une inquiétude. J'étais inquiet sur les retraites au début.
parce que bon, on sait pas. Et puis il faut en faire l'expérience. Et puis maintenant que j'en ai fait l'expérience, j'en ai aussi vu les bénéfices importants. Et donc je souhaite, oui, maintenir une fois, 2 fois, peut-être, j'espère, par an, une retraite. Ça me semble important pour la pratique. Oui. L'intensité de la pratique au cours de la retraite m'a permis d'ouvrir des portes. Alors, tout en prononçant ça, ça me fait rigoler, parce que ça me fait penser au Beatles et au côté un peu New Age. Mais ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que au cours de la retraite, voilà, ouais, c'est au 4e jour où voilà, j'ai réalisé des choses. J'ai réalisé des choses. Les choses sont, alors si je dis me sont apparues, c'est-à-dire on va se dire mon Dieu, mais des choses sont manifestées. En particulier concernant le mouvement du corps et le mouvement de l'esprit, parce que je pense que l'intensité de la pratique était importante et j'ai compris à ce moment-là que tout était mouvement. C'est apparu comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, donc une forme de clarté. Ensuite, ça s'est en allé. Mais voilà, alors c'est probablement une expérience méditative, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce que je sais, c'est qu'elle est apparue au bout de 4 jours de retraite. Et que ça a été plutôt intéressant de voir ça, de comprendre ça. Voilà. Et de le ressentir. Je sais pas si ça reviendra, mais bon, voilà. C'était une expérience. L'évolution, c'est relatif au changement qu'on a évoqué vis-à-vis du lâcher-prise en particulier. C'est qu'avant je faisais ça, j'étais amené à pratiquer la pleine conscience en quête de solution, de soulagement. Et même si cette dimension sotériologique n'a pas disparu, elle fait place à quelque chose de plus apaisé qui a trait à la façon d'être au monde et aux autres. Voilà, je peux le dire comme ça. Donc tout rentre là-dedans. La notion d'effort, la notion de l'esprit du débutant, la notion d'acceptation, la notion de... En fait, tout ça se développe petit à petit, tout doucement. Et qui amène des changements par rapport au premier pas.